Compagnons d'infortune, bonjour. Dès la plus haute antiquité, on assiste à une régularisation des échanges de marchandises. Le prélèvement d'impôts constitue une source de financement pour les caisses publiques. L'interdiction de certaines exportations permet quant à elle de protéger la population contre les risques de pénurie alimentaire et autres produits indispensables. Après la chute de l'Empire romain, la transformation des impôts frontaliers en péages est anarchique en Occident. Ainsi, Charlemagne travaillera à l'amélioration et à la réorganisation de la perception de ces péages. Appelés tons-lieux, ils sont placés au niveau des ports, des routes, des ponts et encore des fleuves. Entre 754 et 987, les tons-lieux ne sont plus ou pas contrôlés par l'administration royale et tombent aux mains des puissances féodales. Les seigneurs en profiteront pour se financer grâce aux différentes taxes collectées au péage. Pendant le Haut Moyen Âge, certaines exportations sont interdites afin de retenir certaines ressources dans le pays. Les douanes peuvent ainsi servir d'arme économique contre ses ennemis, comme l'a bien compris Philippe le Bel au XIVe siècle. Dans le temps, si vous souhaitiez exporter une ressource interdite, il vous fallait obtenir une dérogation, dite un droit de haut passage, que seul le maître des ports et passages, qui est un haut fonctionnaire royal, peut accorder. Au XVe et XVIe siècle, les droits de douane sont perçus non plus comme une simple source de revenus pour l'État, mais comme un instrument de politique commerciale. Pour favoriser les échanges et protéger les manufactures nationales, comme nous le montre l'exemple de la soie lyonnaise, qui fera l'objet d'une protection des douanes suite à la volonté du roi de France, François Ier. Jean-Baptiste Colbert, alors contrôleur général des finances sous Louis XIV, est aussi considéré comme le père fondateur des douanes modernes. Afin de permettre une augmentation des échanges, l'État surtaxe les transports sous pavillon étranger, le commerce avec les colonies est ainsi réservé aux pavillons français et l'octroi de privilèges aux grandes compagnies françaises sont ainsi accordés. Mais aussi, l'administration royale permet aux manufactures françaises le monopole de fabrication et de vente dans leur domaine d'activité et l'obtention de subventions fiscales. Jusqu'à la veille de la Révolution 1789, la majorité des droits de douane ainsi que la fameuse gabelle, l'impôt sur le sel, sont contrôlés par une compagnie financière connue sous l'appellation de ferme générale. La ferme représente une importante source de revenus pour l'État et environ 50% des recettes publiques. Ces services comptent jusqu'à 25 000 agents répartis en deux branches d'activité. Celle des bureaux qui vérifie et perçoit les droits et taxes, celle des brigades qui recherchent et répriment la contrebande. Les employés de la ferme ne sont pas des fonctionnaires royaux, mais ils agissent au nom du roi, comme l'atteste la bandoulière qui sert d'uniforme aux agents des brigades de la ferme. Alors que la monarchie tombe en France, fin XVIIIe siècle, la ferme générale tombe aussi. À la Révolution, la gabelle est supprimée, les barrières intérieures dissoutes et les effectifs sont revus à 15 000 agents. La ferme générale devient alors officiellement la Régie nationale des douanes.